Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité ce vendredi, la séance inaugurale du 19e sommet ordinaire de la francophonie. Le président Alassane Ouattara y a pris part aux côtés d'une dizaine d'autres chefs d'État. La rencontre s'est tenue à Villers-Cotterêts, au château de la Cité internationale de la langue française. Nous évaluerons les acquis et les défis du secteur de la transformation du cacao en Côte d'Ivoire. Le pays occupe la première place des pays broyeurs de cacao au monde. Le secteur devient de plus en plus attractif. Et puis, en République démocratique du Congo, le naufrage d'un bateau a causé la mort d'au moins 23 personnes. Le drame s'est déroulé sur le lac Kivu, dans l'est du pays. Le bateau était vraisemblablement surchargé. Entre le recul de la langue française dans le monde et l'impact des guerres en Ukraine et au Moyen-Orient sur des pays membres, l'avenir de la francophonie est au centre de discussions ces 4 et 5 octobre. Le 19e sommet ordinaire de la francophonie s'est ouvert ce matin à la Cité internationale de la langue française, c'est dans le nord de la France. Le président Alassane Ouattara a pris part à la session inaugurale, le témoignage de Pierre Dipomela. Le chef de l'État ivoirien prend part aux côtés de nombreux chefs d'État et de gouvernement des 4 coins du monde au 19e sommet de la francophonie. Il a été accueilli avec son épouse Dominique Ouattara à Villers-Cotterêts dans la région Hauts-de-France par le président Macron et Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de la francophonie. Une tribune pour porter une diplomatie commune de défense de la souveraineté territoriale de l'Ukraine, du Liban, mais aussi de l'intégrité territoriale partout à travers la planète, selon le président français. Je crois profondément que la francophonie, oui, est un lieu où nous pouvons ensemble porter une diplomatie qui porte le même discours aux côtés de l'Ukraine, agressée aujourd'hui, menacée dans ses frontières et dans son intégrité territoriale par la guerre d'agression russe, mais qui défend une vision où il n'y a pas place au double standard, où toutes les vies se valent pour tous les conflits à travers le monde. La secrétaire générale de la francophonie a bon espoir que l'organisation, qui est à 88 États dans le monde, va poursuivre son expansion. Louise Mushikiwabo est revenue sur l'impact des tensions politiques et sécuritaires sur les États membres. Et non, la francophonie n'est pas la France-Afrique. Elle n'est pas seulement hexagonale et ou africaine. Elle est mondiale. Elle est présente sur les 5 continents. Elle est en bien commun aux 88 États et gouvernements. Demain, nous serons plus que 88. Ces 2 dernières années, mesdames et messieurs, voire ces 2 dernières semaines, le monde a vécu une forte recrudescence de tensions politiques et sécuritaires qui ont largement impacté l'espace. C'est la première fois depuis 33 ans qu'un sommet de la francophonie se tient en France, siège de l'organisation. Les pays membres de l'OIF ont par ailleurs lancé l'appel de Villers-Cotterêts, invitant les grands acteurs du numérique à bâtir un espace plus sûr et plus divers et à lutter contre tous ces discours de haine. Par ailleurs, la Côte d'Ivoire a été désignée hier jeudi à la tête de la vice-présidence de la conférence ministérielle de la francophonie, et cela pour un mandat de 2 ans. Dans un tout autre chapitre, avec un taux de transformation effectif de 35%, la Côte d'Ivoire se positionne à la première place mondiale des pays broyeurs de cacao. Le secteur intéresse de plus en plus les investisseurs locaux, mais reste dominé par la première transformation. Au cours des journées du cacao et du chocolat qui se sont achevées en début de semaine, les acteurs du secteur ont partagé les acquis et les défis du secteur de la transformation dans le pays. Un reportage de Nadia Eja et Joseph Zécré. Des tablettes de chocolat, du beurre ou de la poudre de cacao. Les transformateurs de leur brun étaient bien représentés à la grande messe du cacao et du chocolat qui s'est tenue durant 3 jours à Abidjan. Il y a des produits semi-finis, il y a des produits finis. Nous avons par exemple des fèves concassées, caramélisées. Et là, nous avons la poudre de cacao qu'on peut consommer à la maison. Si les produits exposés montrent un secteur de la transformation dynamique, le pays ne transforme que 35% des 2,2 millions de tonnes produits, avec un tissu industriel composé de 12 grandes sociétés, dont cette marque ivoirienne. On transforme les fèves en produits semi-finis, donc en masse, en beurre et en poudre. Une partie de cette production-là va à l'export et la deuxième partie vient de notre usine à Abidjan, dans laquelle on transforme la poudre en produits finis. Est-ce qu'il y a des entreprises ivoiriennes qui transforment
Pas beaucoup. Donc vraiment, on essaye de se positionner. Un déficit qui représente pour les acteurs en général une opportunité à saisir. Il y a beaucoup encore de sociétés comme les nôtres aussi qui sont en train de s'installer. L'usine de Divo va produire 50 000 tonnes de fèves de cacao. Nous avons 2 lignes. Une ligne de masse qui fait 25 000 tonnes et une ligne de beurre qui fait 25 000 tonnes. À ce jour, sur les 14 usines installées, pour une capacité d'1 million de tonnes par an, très peu interviennent sur les 3 niveaux de transformation qui vont du cacao brut aux produits finis. Pour la majeure partie des industries, effectivement, c'est des produits semi-finis qui sont élaborés. Vous avez aussi, à côté des grands transformateurs, des petites industries de transformation de cacao qui vont effectivement, à partir donc, des produits semi-finis, les élaborer pour obtenir des produits finis. Si la transformation connaît un regain depuis ces dernières années, plusieurs défis restent à relever. Il s'agit, entre autres, de l'inadéquation entre les besoins de consommation et les produits finis proposés, l'accès au marché, l'accès au financement et la disponibilité des intrants. L'objectif pour nous, c'est de créer d'autres produits à base de cacao qui seront consommés localement, que ce soit en savonnerie, en parfumerie et en d'autres types aussi de produits. On est compétitif en produisant du cacao noir, mais lorsque par exemple on commence à vouloir faire de la poudre qui appelle à l'utilisation de lait, qui appelle à l'utilisation de sucre, ces ingrédients-là, pour la plupart du temps, sont importés, donc ça pourrait être un défi. Donc au même moment où on demande d'aller sur ces segments de niveau de transformation, il faut que parallèlement à cela, on règle ces questions d'ingrédients, qu'on puisse produire du lait, qu'on puisse produire suffisamment de sucre pour ne pas être dépendant de ces ingrédients qui vont nous permettre d'être compétitifs sur le marché. Malgré ces contraintes, l'espoir reste permis en raison des efforts consentis par le gouvernement pour accroître le taux de transformation du cacao. Pour l'heure, en plus d'être le premier producteur du cacao au monde, la Côte d'Ivoire est aussi le premier broyeur mondial. Le vaste champ de la transformation s'ouvre donc pour les investisseurs locaux comme un secteur à exploiter. Si vous êtes un étudiant illégalement logé dans l'une des cités universitaires du pays, il ne vous reste que la journée de ce samedi 5 octobre pour libérer votre chambre. La décision du ministère de l'Enseignement supérieur est irrévocable. Elle touche des milliers d'étudiants en cette nouvelle rentrée universitaire. Notre équipe de reportage est allée à la rencontre des étudiants impactés par la décision. Nikiema Moussa, Fulgence Kissiedou. Lydie est étudiante à l'université de Cocody. Depuis son arrivée, elle squatte la chambre d'une camarade universitaire. Sommée de quitter les lieux depuis mercredi par le ministère de l'Enseignement supérieur, elle retourne en famille. J'ai eu la chambre par le biais d'une grande sœur qui n'est plus au campus. Du coup, je suis venue m'installer, mais là, on nous demande de quitter, quel que soit le motif. Ça sera très compliqué parce que là, je partais au cours plus facilement. J'arrivais, je revenais ici me reposer, le temps d'étudier, de repartir le lendemain. Mais là, ça sera compliqué. On sera obligé de lutter les bus, de rentrer très tard la nuit, sachant même pas comment étudier. En tout cas, ça sera compliqué pour nous les étudiants. Plus loin, on retrouve d'autres étudiants dans la même situation. Malvoyants, ils sont eux aussi inquiets par l'opération en cours. Ceux qui sont dites personnes valides, c'est-à-dire ceux qui voient, ils ont du mal à se déplacer pour arriver au cours à l'heure. Donc imaginez pour un handicapé. Et surtout que nous avons des parents qui sont très loin. Il y a d'autres qui ont des parents à Boaké, il y a d'autres qui ont des parents à Toumoudi, dans tout le pays. On n'a que l'université qui nous accepte en tant que handicapés. Bon là, on nous demande de déguerpir, de quitter. Ils n'ont même pas pensé à nous. Comment est-ce qu'on va continuer les cours? Comment est-ce qu'on pourra se déplacer? Un non-voyant qui se déplace, même d'Abobo à ici, je ne pense pas qu'il va pouvoir s'en sortir au bout d'une semaine même. Ce n'est pas possible. Réunis en collectif, ces mises en demeure expliquent comment ils en sont arrivés là. Tout bonnement, quand nous venons, nous essayons de prendre attache avec des aînés qui résident déjà dans les cités universitaires. Et si ces aînés nous acceptent, nous dormons avec eux. On appelle dans notre jargon le cambodgeage. Il y a d'autres aussi qui ont des grands frères qui étaient là, qui ont des sœurs, qui ont des amis, qui ont des connaissances, ou bien qui ont dormi dans les amphis, et après ont eu une situation, une opportunité qui les a permis d'être là. Figurez-vous que nous sommes dans l'attente de la régularisation depuis plus de 5 ans. Parce que la dernière admission et réadmission officielle en date a été faite pendant la rentrée universitaire 2019-2020. Au nombre de requêtes adressées aux autorités, le délai imparti de l'opération et surtout
la facilité d'accès à ces logements. Donc nous demandons à l'autorité, en lieu et place d'une opération de déguerpissement des étudiants, mais qu'on lance officiellement ce processus afin que nous puissions postuler pour enfin devenir des étudiants légalement logés. Tous les occupants des chambres auxquels le courrier fait allusion sont des étudiants. Et c'est pour cela que moi je parle. Une situation qui met à la rue des milliers d'étudiants qui risquent encore une fois de squatter les salles de cours et autres espaces de l'université au moment où sonne la rentrée universitaire 2024-2025. La direction de surveillance du territoire vient d'être dotée d'outils de pointe du renseignement ainsi que d'engins de mobilité. On dénombre des voitures et des motos. Tout ceci a été remis à l'unité spécialisée de la police nationale. Ces équipements, vous le verrez, ont été mobilisés par un partenaire national du renseignement. Le reportage de Thiemé Dangé. 70 caméras de surveillance et de panneaux solaires, 50 drones, 100 lecteurs UV ainsi que du matériel roulant et informatique. Il s'agit là du lot d'équipements d'appui à la logistique d'intervention de la DST, Direction de surveillance du territoire, réceptionné et mis à la disposition de l'unité par le ministre de tutelle. Ce don significatif de véhicules et de matériel mobilisé par un partenaire national du renseignement vient renforcer les capacités opérationnelles de la DST dans le cadre de ses missions de sécurité nationale. Avant le déploiement sur les théâtres opérationnels divers dont le terrorisme, la criminalité et la migration clandestine, le ministre de tutelle édicte des consignes. Chers collaborateurs, je sais pouvoir compter sur votre sens élevé de professionnalisme et de responsabilité pour l'usage qui sera fait de ces matériels. Le gouvernement nous a assigné des objectifs et nous avons l'obligation de les atteindre. À ce titre, je vous exhorte donc au travail, tout en vous exprimant toute ma fierté pour les résultats que nous enregistrons grâce à votre travail acharné. Les équipements offerts, notamment le matériel spécialisé, faut-il le souligner, sont adaptés aux missions de surveillance et d'intervention, vont renforcer la logistique d'opération de la DST, favorisant ainsi une meilleure coordination et une intervention rapide en cas de besoin. Et dans l'actualité judiciaire nationale, 7 bâtonniers de l'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire ont été faits ce matin même commandeurs de l'Ordre du Mérite. Ils reçoivent cette reconnaissance après plusieurs années au service de la justice ivoirienne. La cérémonie s'est déroulée à la salle des pas perdus du Palais de la Justice au Plateau. Le reportage sur place de Nadia Idja et Fulgence Kissiedou. Maître Tano Kouadio Emmanuel, bâtonnier de 1995 à 1997. Maître Meutan Louis, de 2001 à 2003. Maître Assi Emmanuel, de 2005 à 2007. Maître Biliaka, de 2011 à 2013. Maître Begré Adou Marcel, de 2014 à 2015. Maître Abeyao, de 2015 à 2018. Et Maître Ondri Kwasi Thomas, de 2018 à 2021. Élevé au rang de commandeur de l'Ordre du Mérite. Au nom du président de la République, nous vous faisons commandeur de l'Ordre du Mérite de la justice. Les récipiendaires ont manifesté leur reconnaissance pour cette distinction marquante. En obtenant cette institution de l'Ordre du Mérite de la justice, Monsieur le garde des Sceaux, vous avez fait une œuvre qui restera indélébile dans l'esprit des acteurs de la justice. Et au nom des récipiendaires, je voudrais vous en remercier infiniment. Au-delà de la décoration, le garde des Sceaux a voulu par cette distinction rendre un hommage national à ces bâtonniers qui ont contribué à la promotion d'un état de droit. Votre exemple et vos actions sont une source d'inspiration pour la nouvelle génération d'avocats, mais aussi pour l'ensemble de la famille judiciaire. Je vous adresse, au nom de l'État de Côte d'Ivoire et au nom de la justice ivoirienne, mes chaleureuses félicitations. Que cette distinction, qui est une reconnaissance de votre travail, soit aussi une exhortation à poursuivre l'œuvre noble que vous avez si bien entamée. Après cette cérémonie de décoration, les récipiendaires seront reçus à la Maison des avocats pour un déjeuner intitulé le déjeuner des murs porteurs.
L'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire célébrera ses 65 ans du 2 au 9 novembre 2024. Le Centre suisse de recherche scientifique et la Direction générale de la santé de Côte d'Ivoire ont organisé aujourd'hui un panel de sensibilisation sur les méfaits de la méningite. La discussion s'est déroulée dans les locaux de l'INFAS au CHU de Tracheville. Elle se tient en prélude à la journée mondiale de lutte contre cette pathologie, journée qui est célébrée ce samedi 5 octobre. Les explications de Mardoche Kwasi et Tanguy Konan. Ce panel de discussion a rassemblé des responsables de la société civile, des survivants de la méningite, des personnels de la santé, des institutions en charge de la surveillance et la prévention, des décideurs politiques, des étudiants et chercheurs, ainsi que le large public. Il s'agit d'échanger ensemble sur les acquis de la Côte d'Ivoire dans la lutte contre la méningite et également sur les actions à mettre en place pour vaincre la méningite d'ici 2030. Cette pathologie qui peut toucher tout le monde avec des facteurs de risque pour certaines catégories de personnes. Avec une recherche et puis un travail en commun, on peut trouver des solutions durables comme cette maladie-là. La méningite peut toucher tout le monde. Un enfant qui a un système immunitaire qui est moins développé est peut-être plus à risque. Les personnes âgées aussi, les personnes vivant avec le VIH ou avec une immunodépression sont aussi plus à risque. Il y a également les personnes qui vivent dans des communautés, les endroits où les gens se côtoient et puis sont vraiment beaucoup ensemble. Chez l'enfant comme chez l'adulte et la personne du troisième âge, un certain nombre de signes peuvent interpeller la population sur la possible existence d'un cas de méningite. Chez l'enfant, les signes sont divers, notamment un bombement de la fontanelle, un refus de téter et tout ça qui évolue au contexte de fièvre. Pour les personnes âgées, les signes, ce sont surtout des maux de tête, des céphalées, des vomissements et une raideur de la nuque et tout ça au contexte de fièvre. C'est une maladie invalidante, pourvoyeuse de séquelles, notamment une cécité, une surdité et une régression psychomotrice. Il faut un diagnostic précoce chez les enfants. Et la prévention existe pour certaines des bactéries. Donc, encourager les mamans à vacciner les enfants parce que ces vaccins existent dans le programme élargi de vaccination. La méningite est une maladie contagieuse. En Côte d'Ivoire, ce sont 150 à 200 cas déclarés qui sont notifiés chaque année avec 10% de décès. Cette maladie représente une menace sérieuse pour les populations vivant dans les 14 pays de la ceinture africaine de la méningite, en particulier dans le nord de la Côte d'Ivoire. Comme annoncé en titre, ce drame survenu hier jeudi en République démocratique du Congo, le naufrage d'un bateau à Goma sur le lac Kivu dans l'est du pays a causé la mort d'au moins 23 personnes. L'embarcation était vraisemblablement surchargée. Les détails de Salifi Alekwe. Jeudi, en fin de matinée, l'embarcation partie de Minova dans le sud Kivu, avec à son bord plusieurs centaines de passagers, a chaviré quelques centaines de mètres avant l'accostage au port Kituku à Goma, capitale de la province du Nord Kivu. Selon un bilan encore provisoire, il y a 23 décès enregistrés et 58 survivants. Le bateau commençait à se pencher et subitement on s'est retrouvés tous dans l'eau. J'étais avec toute ma famille, mais je ne sais pas où ils sont jusqu'à présent. Ma femme avait notre bébé de 2 mois. J'étais aussi avec ma belle-mère, mon petit frère et mon beau-frère. Mais maintenant, j'ai l'impression que je suis le seul survivant. Nous avons eu la chance de sauver plusieurs personnes parce qu'il y avait des pirogues vides ici au port et d'autres déchargeaient la braise. Quand le drame s'est produit, on a tout arrêté et on est intervenu pour sauver ceux qui respiraient encore. Jusqu'à présent, on repêche des corps et d'autres sont encore dans l'eau et on ne sait pas comment sera la suite. Peut-être que c'est demain et après-demain qu'on aura le nombre exact de passagers. Mais vraiment, nous connaissons ce bateau et je pense qu'il y aura énormément de morts. La protection civile et des militaires, épaulés par des pêcheurs, ont mené des opérations de sauvetage jusqu'en fin d'après-midi. Les survivants ont été dirigés vers des hôpitaux. Au moins 2 enfants sont décédés avant d'avoir pu recevoir des soins selon une source hospitalière. Les causes du naufrage restent encore à établir. Un nombre croissant de personnes choisissent de se rendre à Goma en traversant la pointe nord du lac Kivu par bateau afin d'éviter les zones terrestres en proie à des combats opposant les forces gouvernementales au mouvement rebelle M23. Les naufrages sur les lacs et les cours d'eau sont par ailleurs fréquents dans le vaste pays d'Afrique centrale, doté de peu de routes praticables. Les bilans humains sont souvent lourds et l'absence chronique de liste de passagers complique les opérations de recherche.
Nous arrivons au terme de ce journal. Merci aux équipes techniques et de rédaction. Merci à vous aussi de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.